Donc, je vais déjà vous présenter le programme. Donc, au programme de ce webinaire, donc, on va aborder les points suivants. Donc, tout d'abord, un focus sur la réglementation avec les plusieurs textes qui ont profondément modifié la gestion des eaux pluviales. Nous ferons un rappel donc, sur les pollutions présentes dans les eaux de ruissellement. Nous aborderons donc la présentation de notre solution Triton avec ses différents domaines d'application et également donc la mise en avant des différentes études de cas avec les retours d'expérience concrets. Et pour conclure, donc un point sera fait donc sur les performances obtenues sur cet équipement. Donc les intervenants lors de ce webinaire, donc Benoît-Pierre Morel, qui est le directeur recherche et développement donc, du groupe F2F et donc de la société CIMOP. Bonjour à tous. Nous attendons donc Éric Michaud, donc le délégué régional Polivia Normandie, qui doit en principe se joindre à nous. Et également, donc, je me représente, donc Sandrine Noël, je suis la directrice marketing donc, de la société CIMOP. Pas de nouvelles d'Éric. Pas de nouvelles d'Éric. Alors, on l'excusera. Alors, effectivement, bon, je l'ai eu hier, il était sur un salon et il devait se connecter à distance, mais peut-être qu'il a eu des contraintes de connexion. Donc, écoutez, je vous propose de démarrer. S'il a l'opportunité de se connecter, on le laissera intervenir ou faire un petit point là-dessus. Donc, tout d'abord, un rapide rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément. Donc, la société CIMOP, donc c'est une entreprise qui conçoit, fabrique, distribue des produits donc de solutions de traitement des eaux et de protection de l'environnement. On a une expertise de plus de 50 ans dans le domaine de la gestion de l'eau. CIMOP donc s'appuie sur 5 sites industriels qui sont répartis donc entre la France, les Caraïbes, l'Espagne et la Slovaquie. Nous regroupons plus d'une centaine de collaborateurs. Nos domaines d'intervention, donc les solutions CIMOP sont déployées pour les thématiques des eaux usées avec des filtres compacts, des microstations et du traitement des graisses et fausses toutes eaux, mais également donc dans le domaine des eaux pluviales avec des cuves de stockage, de régulation et de réutilisation des eaux, mais également des solutions donc, pour le traitement et la dépollution. Un troisième domaine d'activité s'oriente donc sur la voirie et réseau avec des produits de type poste de relevage, regard d'assainissement et produits de sol. Mais CIMOP, c'est aussi une gamme de produits pour la sécurité et une activité de sous-traitance. Donc, pour démarrer donc, concrètement ce webinaire, je vais laisser la parole à Benoît Pierre qui va présenter le contexte réglementaire. Donc, déjà quelques définitions. Alors, c'est pas sans dire, mais ça va mieux en disant, comme disait ma grand-mère. Donc, en fait, quand on parle d'eau pluviale, c'est un peu généraliste. Il y a en fait 3 types d'eau dans les eaux pluviales. On peut séparer l'eau de pluie, donc c'est toute l'eau qui coule sur les surfaces où l'homme n'a pas accès. Et donc, cette ressource, parce que c'est une ressource, est à valoriser. On peut la stocker, la réutiliser. Une fois qu'elle atteint le sol, quel qu'il soit à la parcelle ou en domaine public, elle devient eau de ruissellement, c'est-à-dire qu'il faut la traiter avant de l'infiltrer ou de la rejeter avec une régulation au réseau public ou en aval. Et enfin, une fois qu'elle est canalisée, alors là, ça devient en effet l'eau pluviale, qui est surtout à gérer en termes de flux, parce qu'à ce moment-là, on a quand même un mix de pollution et des débits assez importants qui sont défavorables à sa gestion. Donc, le cadre de documents qui sont sortis depuis 2015, donc assez récent. Donc, en 2015, on a un arrêté ministériel qui met en évidence le fait qu'il faut gérer les eaux à la parcelle et qui intègre la notion de réutilisation. Donc, c'est la première fois, en gros, que la gestion à la parcelle est recommandée. En 2017, on a l'ASTRE, l'association qui qui publie le mémento technique, donc qui met enfin à l'application de l'instruction technique de 1977.
Les grands changements de la doctrine, c'est qu'on doit parler en données locales, notamment au niveau de la pluviométrie, et également qu'elle sépare l'eau pluviale en deux notions, le flux d'un côté, donc avec des méthodes qu'on peut gérer avec des méthodes extensives, l'infiltration, etc. On va gérer des volumes, mais aussi la pollution d'un autre côté, qu'on peut traiter avec des méthodes intensives, également avec de l'infiltration, mais c'est à terme, au niveau de l'entretien, c'est un peu plus lourd. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire coexister des solutions extensives et des solutions intensives qui se serviront l'une de l'autre. En 2021, le gouvernement propose le plan national de gestion durable des eaux pluviales. Là, les grosses lignes du travail, c'est de structurer la connaissance et la gestion des eaux pluviales en global. Et ça explique aussi qu'il faut augmenter la connaissance dans les domaines publics notamment, et qu'il est plus simple de gérer des petits volumes que des gros flux, et donc encore la notion de à la source revient en 2021. En 2023, après de nombreuses années de travail au niveau de l'AFNOR, on publie le fascicule documentaire P16 009, qui, cette fois, caractérise en fait les solutions extensives et les solutions intensives, et montre encore plus qu'il est plus favorable de les faire coexister. Enfin, après la sécheresse de 2022, on a le plan eau en 2023 qui est lancé, qui regroupe une cinquantaine de mesures, autant sur les ICPE que sur l'agriculture, que sur le domestique. Depuis ce plan eau, on a une dizaine d'arrêtés et de décrets qui sont sortis pour la réutilisation des eaux de pluie. Donc ça, c'est très favorable. En fait, c'est beaucoup plus applicable qu'avant. Et également des eaux grises avec quelques restrictions au niveau qualitatif. Donc, au-delà de la gestion générale des eaux pluviales, il y a une loi spécifique qui vient bousculer le secteur industriel. Donc, c'est la loi AGEC, la loi donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été mise en place en 2020. Elle vise à transformer en fait notre modèle de production et de consommation pour sortir du plastique jetable, réduire les déchets à la source, responsabiliser les producteurs et favoriser le recyclage. Donc, les conséquences directes pour les industriels sont les objectifs suivants. Donc, réduction des plastiques à usage unique, interdiction des microplastiques ajoutés dans les cosmétiques et les produits entretien, la filtration obligatoire sur les lave-linges depuis 2025 pour empêcher donc le rejet des microfibres textiles, mais également donc la prévention des pertes de granulés plastiques industriels. Donc, cette ambition, elle s'est traduite par un décret très précis qui est donc le décret GPI. Donc, qui a été mis en place en 2021, qui concerne donc la prévention des pertes des granulés de plastique industriels dans l'environnement. Donc, depuis 2022, les sites manipulant des granulés plastiques doivent mettre en place des mesures donc, visant à empêcher la dispersion dans l'environnement. Et cela implique de mettre en place donc, des dispositifs de confinement, des équipements de récupération, mais également des solutions qui soient adaptées à la taille des granulés. Alors, que sont précisément effectivement ces granulés plastiques? Donc, selon la définition du décret, donc ce sont des matières plastiques commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions sont supérieures à 10 microns et inférieures à 1 cm. On a une production mondiale d'environ 300 à 400 millions de tonnes produites par an. Mais il faut savoir que selon la Commission européenne, on a entre 52 000 et 185 000 tonnes de pelés, donc de GPI, qui sont perdus chaque année dans l'environnement. Ils sont rejetés soit par des pertes opérationnelles, soit par des pertes accidentelles, ce qui est non négligeable. De ce fait, il faut quand même prendre en compte donc, ces GPI. Alors, quels sont leurs dangers? Les GPI, ce n'est pas un matériau unique. Leur densité va dépendre du type de polymère. Donc, par exemple, le polyéthylène et le polypropylène ont des densités qui sont inférieures à 1 et ont tendance à flotter, alors que le polystyrène, le PET et le PVC vont avoir tendance à couler. Donc, ces GPI ne sont ni totalement flottants, ni totalement décantables. Leur densité proche de celle de l'eau les rend particulièrement difficiles à capter pour des ouvrages classiques.
Et donc, seul un équipement qui va combiner la décantation et la captation des flottants va permettre de répondre aux besoins. Ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'il faut comprendre la nature de la pollution. Et donc, c'est un préalable indispensable au choix de la technologie de traitement. La pollution des eaux de ruissellement, elle n'est pas du tout homogène. Et les GPI ne sont qu'une partie de ces polluants. Et je laisse donc la main à Benoît Pierre pour vous présenter les différents types de pollution que l'on peut retrouver dans les eaux de ruissellement. Alors, un tableau qui fait un peu peur au premier abord. Donc, sur les 2 colonnes de gauche, vous avez déjà 3 sites de ruissellement des eaux. Tout en haut, c'est des ruissellements industriels. Au milieu, c'est des ruissellements de surface inaccessible. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est plutôt sur la notion d'eau de pluie. Et enfin, en bas, c'est le ruissellement sur les voiries. Donc, au niveau industriel, j'ai séparé les 3 premières lignes avec station de distribution de carburant, aire de lavage, atelier mécanique, que je les ai regroupés ensemble. Et en dessous, j'ai mis aire de compostage, déchetterie, industrie de la plasturgie. Les 3 premières lignes restent, vous verrez plus tard qu'elles sont assez communes. Quoi qu'il arrive, dans tous ces types de ruissellement, donc c'est assez vaste, en effet, entre le domaine public, la voirie et les sites industriels, on a grosso modo trois types de pollution qui ressortent. Alors, c'est normalement proportionnel, la place de la colonne de gauche à droite est proportionnelle à leur concentration dans les effluents, mais ça ne signifie pas qu'il y a autant d'hydrocarbures, de MES dans les aires de compostage que dans les déchetteries. C'est juste leur ordre d'arrivée pour le site donné. Donc, ce qu'on voit, donc j'ai regroupé par couleur, il y a beaucoup de sites qui sont concernés par les microplastiques. En deuxième, arrive la quantité de MES, et enfin, et seulement les hydrocarbures, huiles et solvants, qui apparaissent surtout dans les premières colonnes sur les 3 premières lignes, donc station de service, aire de lavage et atelier mécanique. Pour ce qui est des nutriments, métaux, matières organiques qui restent en non colorés dans les cases, c'est en fait qu'on verra qu'elles peuvent être traitées sur la problématique matière en suspension. Donc la synthèse, elle est faite sur différentes études, notamment par pure vanité. J'ai mis un article qu'on a publié il y a quelques années sur la pollution des eaux de ruissellement. Donc la problématique microplastique. Donc on retrouve les mêmes colonnes à gauche. Donc il y a assez peu de sites où on ne trouve pas de microplastique. C'est bien pour ça qu'il y a autant de rejets dans le milieu naturel, à l'exception bien sûr des eaux de pluie, où là on a des concentrations très faibles et qui sont liées généralement à la dégradation des surfaces. Pour ce qui est des sites industriels, c'est la plasturgie, bien évidemment, qui est la plus concernée par les GPI. En général, on compte sur les plus grosses concentrations de particules par litre en cas d'accident, de renversement, etc. On a aussi beaucoup de microplastiques, mais leur nature est assez différente, sur tout ce qui est voirie et parking au niveau des ruissellements sur voirie. Imaginez la fin du marché de la semaine sur un parking de village. Là, c'est assez chargé. Donc, le problématique microplastique, elle concerne à peu près tous les sites de ruissellement sur les eaux de ruissellement et les voiries. Alors là, c'est un peu plus compliqué. On arrive sur la deuxième problématique, les matières en suspension. Alors là, on va essayer de simplifier les commentaires en disant juste que l'idée sur les matières en suspension, c'est que ça dépend de 3 critères. La matière en suspension, déjà en concentration, on voit qu'elle concerne aussi assez largement tous les sites de ruissellement, donc industriels et voiries, et notamment, assez logiquement, tout ce qui est aire de compostage pour les industriels, déchetterie, bien évidemment, mais pour les sites de voirie, on a aussi bien sûr les chantiers et les zones agricoles qui correspondent souvent du sol, en fait, à l'érosion des sols. Ces concentrations, elles sont, c'est une information, la concentration, mais aussi les MES sont caractérisés par leur granulométrie, donc des particules relativement fines. Une matière en suspension en laboratoire, elle est mesurée par filtration sur des filtres de 0,45 microns. Donc une matière en suspension, ça va de 0 micron à tout ce qu'on veut comme taille.
Par contre, il est clair que les particules les plus compliquées à piéger vont être celles qui sont les plus petites. Et si en plus, dans la dernière partie du tableau à droite, leur densité est faible, bon, bah là, vous avez des particules qui sont très, très complexes à piéger. Donc, des petites particules peu denses, peu concentrées, vont être généralement assez une tannée à piéger. Le problème, c'est que ces particules-là qui vont récupérer les autres polluants dont je vous ai parlé, matières organiques, pesticides, nutriments, parce qu'en fait, la notion d'écoulement à la parcelle permet de réduire la distance de ruissellement commune entre ces nutriments ou ces choses sur le sol et l'eau de ruissellement. Et donc, on va avoir assez peu d'absorption des polluants sur les particules. Par contre, si on est sur des grands bassins versants, là, plus le ruissellement est long, plus les autres polluants vont être accrochés sur les particules. Et donc, c'est à ce moment-là que là, si on piège la particule, on va piéger tout un tas de micropolluants qui seront accrochés dessus. J'ai mis en particulier un zoom sur une remarque sur 2 sites, les aires de compostage et les voiries et parkings, où là, les particules sont non seulement souvent inférieures à 63 microns, mais elles sont très largement et très majoritairement comprises entre 10 et 63 microns. C'est-à-dire qu'on tape dans un système de matière en suspension, la partie de la matrice qui est la plus compliquée à piéger. Pour autant, ça reste des matières en suspension pour la réglementation, et 90% de la pollution est sous forme solide. Donc, pourquoi j'ai mis un zoom sur ces 2 sites? C'est que vous verrez plus tard, c'est là-dessus qu'on a testé Triton le plus violemment. Le dernier zoom, donc, c'est sur les hydrocarbures. Donc là, voilà pourquoi j'ai regroupé les 3 premières lignes, station de distribution de carburant, aire de lavage et atelier mécanique. En fait, c'est là où vous avez le plus gros risque d'avoir des déversements et des concentrations énormes d'hydrocarbures, mais même naturellement, sans déversement, c'est là où on a le plus de sujets de concentration d'hydrocarbures. C'est pour ces 3 types de sites que les séparateurs d'hydrocarbures sont faits. Pour les autres sites, la problématique hydrocarbures est assez peu présente. Alors, on n'est pas à l'abri pour les voiries et parkings d'un déversement ou bien d'un trafic routier de plus de 10 000 véhicules par jour, qui vont laisser évidemment un peu plus d'hydrocarbures que les autres sites un peu moins roulants. Cependant, c'est vraiment pas trop le souci de l'hydrocarbure, d'autant que si le ruissellement est un peu long en distance, les hydrocarbures seront absorbés sur les particules. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure en 2023, la publication du fascicule documentaire de l'AFNOR. Donc, j'ai participé à la rédaction. Donc, pour information, c'est un fascicule qui est fait sur le traitement des eaux de ruissellement en milieu urbain. Les séparateurs d'hydrocarbures n'y sont pas abordés. C'est vraiment une solution pour les sites industriels. Par contre, il apparaît dans ce document que oui, la pollution sur les milieux urbains, les voiries, etc., c'est la matière en suspension. Donc, il y a des travaux en cours sur la définition de la performance des ouvrages de décantation. On part d'abord dans ce domaine-là. Et donc, les moyens d'évolution des performances ont été définis dans ce fascicule. Donc, il y a 4 façons, pour l'instant, qui ont été mises à jour pour évaluer les performances des ouvrages. La première, c'est d'avoir des règles de dimensionnement, une bonne vieille équation pour dimensionner une surface de contact, etc., une surface de miroir. Ça, pour les ouvrages actuels de décantation, excepté pour les décanteurs particuliers basés sur une théorie un peu vieille, comme c'est écrit dans le fascicule, la théorie de Hazen. Pour les nouveaux appareils qui sont plus performants, il n'y a pas encore de règles de dimensionnement écrites. Elles se mettent à jour un peu tous les jours. Le deuxième moyen de contrôler les performances, d'évaluer les performances, c'est de faire une simulation numérique. Donc là, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Le seul problème, c'est que la simulation numérique d'évaluera les performances d'un ouvrage que pour le site étudié. C'est pas forcément, on peut pas forcément le changer de site et considérer que les rendements seront à peu près les mêmes. C'est pas sûr. Le troisième point, c'est que dès qu'il existe des normes harmonisées au niveau européen ou des techniques classiques qui sont reprises dans des DTU,
Bah, pour les solutions de traitement des MES aujourd'hui par décantation et flottaison, comme je disais Sandrine au début, il faut les deux, il n'en existe pas pour le moment. Donc, quand on a conçu la solution Triton, c'était à peu près concomitant avec la sortie du fascicule. On est parti plutôt sur la dernière solution qui nous restait, à savoir les essais expérimentaux en laboratoire et in situ. Donc, en laboratoire, c'est le programme de vérification des technologies environnementales, le TV, qui était à l'époque porté par la Commission européenne. Et l'ATEX, appréciation technique d'expérimentation, c'est pas le truc explosif. Et là, en fait, ça nous permet de tester vraiment in situ avec une couverture assurantielle garantie par les assurances. Donc, c'est un dossier à mener. Il faut défendre son produit pour un site donné en expliquant qu'on apporte assez de garanties pour que les assurances couvrent le maître d'ouvrage. Donc, bien sûr, on est parti et dans le TV et dans la TEX. Donc voilà, vous aurez, quand on vous partagera le lien du document, les liens vers l'ETV et ce qui est public. Celui-là, c'est publié sur le site de la Commission européenne. Et à droite, sur le site du CSTB, vous avez la TEX avec appréciation favorable. Très bien. Je reprends la main. Donc, pour répondre, en fait, on a vu qu'il y avait une complexité importante des polluants présents dans les eaux de ruissellement. On retrouve aussi bien des flottants, des sédiments, des microplastiques, des matières en suspension, des hydrocarbures et des métaux. Donc, il existe aujourd'hui différentes approches pour traiter ces eaux de ruissellement avec différents types d'équipements ou d'ouvrages, donc des séparateurs hydrocarbures, des bassins de décantation, des décanteurs particuliers et des séparateurs hydrodynamiques, dont notre équipement Triton. Donc, chaque technologie a ses avantages et ses limites. Donc, cette roue de sélection, elle permet de mieux identifier dans quel cas de figure chaque technologie est la plus adaptée. Dans le cas de notre solution Triton, donc la liste des applications est extrêmement large. On peut le mettre en œuvre donc, pour traiter les eaux de ruissellement, pour des voiries, pour des parkings, pour des routes, des autoroutes, sur des zones littorales, pour des aéroports, des zones portuaires, des casses automobiles, des déchetteries, des centres de compostage ou dans le secteur industriel. Donc, plus précisément, donc là, une petite présentation donc, de notre solution Triton. Donc, il s'agit vraiment d'un équipement qui est dédié pour le traitement de la pollution des eaux de ruissellement. Il s'agit donc d'un séparateur centrifuge et membranaire. Il est destiné donc à la décantation des particules solides d'une densité supérieure à 1,5, à la rétention des flottants solides donc d'une densité inférieure à 1, et il permet donc le piégeage des matières en suspension sur des granulométries, donc des fractions supérieures à 50 microns. Donc le Triton, il permet de traiter donc des débits allant de 1 à 20 litres seconde et jusqu'à 25 litres seconde en mode dégradé sur un débit de 125% du débit nominal. Donc, sur le principe, donc le Triton, il représente quand même une rupture technologique par rapport à des décanteurs particuliers, statiques ou lamellaires, avec un séparateur hydrodynamique qui exploite la force centrifuge pour accélérer la séparation des particules solides. Donc, on a une séparation qui va être efficace donc des solides, mais également des flottants. Au niveau des étapes de traitement, donc l'eau entre dans l'ouvrage par une entrée tangentielle, qui crée un mouvement circulaire et c'est la force centrifuge qui va projeter les particules vers les parois où elles se déposent donc dans la zone de stockage et les flottants sont retenus en surface. Et on a un second compartiment du fait de la structure concentrique qui va permettre d'optimiser le traitement avant rejet. Au niveau de sa conception, il a la spécificité effectivement de pouvoir avoir une zone de stockage des boues qui est accessible depuis le tube central et une zone également de stockage des flottants accessible depuis la plateforme technique. Donc, plus précisément, donc sur cette diapositive, là, vous avez les principales caractéristiques techniques de la gamme Triton. Donc, on a deux modèles aujourd'hui qui composent cette gamme. Donc, le modèle Triton 315 qui permet de traiter des débits donc jusqu'à 12 litres seconde en débit nominal et 15 litres seconde en pointe. Et le Triton 525 qui permet de traiter donc jusqu'à 20 litres seconde en débit nominal et 25 en débit de pointe.
Le premier point important donc, concernant cet équipement, c'est la compacité de l'ouvrage. Par exemple, pour le modem 25 litres secondes, on a un appareil qui a un diamètre de seulement donc, de 1,6 m et une hauteur d'environ 2 mètres, ce qui reste extrêmement compact pour un ouvrage capable de traiter ce débit, à savoir qu'il est 3 à 4 fois plus compact qu'un décanteur particulier. Le deuxième point fort, c'est sa légèreté. Sur le plus gros modèle, on est sur un poids qui est de 350 kg. Donc, grâce à une fabrication en polyéthylène donc rotomoulé, ça permet une manutention simple, une mise en place rapide sur le chantier et une réduction des moyens de levage. Le troisième point positif de ce système, c'est la facilité de pose. On est sur un équipement qui est livré prêt à poser et avec directement les accès pour l'aspiration des boues, l'aspiration des flottants et les raccordements pour l'entretien. Et le quatrième point fort de l'équipement, c'est qu'on a une intégration qui est possible sur un réseau existant sans modification. En effet, le niveau du fil d'eau d'entrée est identique au niveau du fil d'eau sortie. Ça signifie que l'appareil peut être intégré directement sur un réseau existant sans modification du profil hydraulique. Autrement dit, on n'a pas besoin de reprise de pente, on n'a pas de recalage de réseau et on n'a pas de génie civil complexe à mettre en œuvre. Donc, c'est un élément clé qui va faciliter énormément l'intégration donc de cet appareil dans les projets. Je vais maintenant vous présenter différentes études de cas qui vont permettre d'illustrer donc la polyvalence de l'appareil dans des contextes opérationnels qui vont être très variés et qui vont répondre à chaque fois à des problématiques de pollution spécifiques. Donc, sur cette première étude de cas, on est sur un site industriel de plasturgie. Donc, ce qui fait écho là aux éléments évoqués en début de ce webinaire concernant la gestion des granulés plastiques industriels. Donc, dans ce cas précis, le site présentait une problématique de présence de granulés plastiques sur des surfaces extérieures liées aux opérations de manutention et de stockage sur le parc industriel. Donc, ces granulés, ils peuvent facilement être entraînés par les eaux de pluie et rejoindre les réseaux d'eau pluviaux et le milieu naturel. Donc, la solution qui a été retenue, ça a été d'installer 2 équipements Triton pour une surface à traiter totale de 9000 m². Donc, ils ont été positionnés en amont des bassins de rétention. L'objectif, c'était pas seulement de capter et de traiter les eaux de ruissellement, mais de protéger les bassins de rétention en aval. Donc, en effet, si on n'avait pas eu ce dispositif, on aurait eu des problématiques effectivement de relargage de sédiments ou de déchets plastiques. Donc, la mise en place du Triton a permis de capter ces particules plastiques et de réduire fortement la fréquence de curage au niveau des bassins. Un autre exemple, donc sur cet exemple-là, on est sur un site spécialisé donc, de tri et de valorisation de ferraille et métaux. Alors, la problématique, c'est que dans ce type d'activité, on a des eaux de ruissellement qui peuvent contenir plusieurs types d'éléments polluants. Donc, des particules métalliques, des débris plastiques, des résidus d'hydrocarbures, des fragments de pneumatiques et d'autres déchets ponctuels. Donc, la solution qui a été retenue, donc, un Triton, donc 525. Donc, le dispositif, il est positionné en amont, avant infiltration dans le milieu naturel. Et donc là, l'objectif, c'était de traiter les eaux avant leur infiltration pour éviter que les polluants rejoignent directement le sol. Donc, dans cette configuration, le Triton, il agit comme un dispositif de dépollution en amont d'un système d'infiltration et ça permet de protéger le sol, d'éviter le colmatage des ouvrages d'infiltration et surtout d'améliorer la qualité environnementale du site et des rejets d'eau. Un autre exemple, donc là, on est sur un site de compostage. Donc, initialement, en fait, ce site, il était équipé d'un séparateur hydrocarbures avec bipasse. En sortie de l'ouvrage, donc les eaux étaient dirigées vers un bassin avant rejet au réseau pluvial. Ce bassin nécessitait un curage relativement lourd sur l'ensemble du bassin. Et donc, depuis la mise en place du Triton, le dispositif est venangé plus régulièrement, mais avec une captation plus importante de tous les flottants et de la fraction boueuse. Et donc, ces boues et ces flottants donc, sont extraits et ils sont séchés. Et en fait, ils peuvent être réintégrés au centre de compostage. Donc là, l'intérêt, c'était vraiment de pouvoir réduire les coûts de gestion de déchets et d'améliorer le fonctionnement global de la plateforme.
Donc, dans cet exemple, on est sur un site de traitement et de valorisation des VHU, donc des véhicules hors d'usage, donc plus simplement, donc une casse automobile. Donc là, la problématique était que suite à l'imperméabilisation du site, il n'y avait pas d'équipement spécifique de traitement des eaux. Donc là, suite à un contrôle d'Adréal, ça a conduit à la recherche de solutions donc performantes et vérifiables, documentées, qui permettent d'atteindre les normes de rejet en vigueur sur le site. Donc là, il a été mis en place un dispositif avec un ouvrage béton qui intégrait un débourbeur et un regard de répartition séparé par une cloison cycloïde qui alimentait 3 tritons, parce qu'on avait quand même une surface à traiter qui avoisinait les 18 000 mètres carrés. Et donc, ces tritons étaient positionnés en amont avant le rejet vers un bassin de rétention qui servait également de réserve incendie. Donc, cette configuration, elle a permis de traiter donc, les pollutions en amont, sécuriser les rejets et donc répondre aux exigences réglementaires. Donc, un autre exemple donc, de l'industrie du recyclage plastique. Donc, la problématique principale, donc, elle concernait les pertes opérationnelles et ou accidentelles de granulés plastiques ainsi que la présence de talc qui était utilisé dans certains procédés industriels. Donc, ces particules qui sont particulièrement fines, elles peuvent être entraînées par les eaux de ruissellement. Donc, plutôt que de centraliser l'ensemble des eaux vers un ouvrage unique, le choix a été fait de répartir plusieurs dispositifs de traitement sur le site, chacun étant dimensionné en fonction de la surface à traiter et du niveau de risque associé à la zone concernée. Donc là, cette approche, elle présentait plusieurs avantages. Ça permettait d'intercepter les polluants au plus près de la source, de limiter les transferts et la dispersion des matières, d'améliorer l'efficacité globale du traitement et de sécuriser donc la gestion des eaux de ruissellement sur l'ensemble du site. Et un dernier cas d'application, donc ça concerne un chantier donc sur une gare du Grand Paris Est. Donc, dans ce type de chantier, les eaux qui sont pompées lors des travaux, qu'on appelle les eaux d'exor, elles peuvent être très fortement chargées en particules polluantes. Donc, avant leur rejet au réseau d'eau pluviale, elles doivent absolument être traitées pour éviter tout rejet de pollution. Donc, dans ce cas de figure, la solution qui a été mise en place, elle comprenait donc un débourbeur qui a permis de tranquilliser le débit issu des pompes de relevage pour ensuite alimenter 3 tritons. Donc là, les tritons, ils ont permis de capter et de piéger donc, les matières en suspension présentes dans ces eaux d'exor, des microplastiques, les hydrocarbures et les flottants. Donc les eaux traitées, elles sont ensuite rejetées dans le réseau d'eau pluviale. Et donc voilà, ça illustre un dernier cas dans des contextes variés, y compris dans des projets de chantier et d'infrastructure. Donc, ces différents exemples, ils montrent que la solution de traitement Triton pour les eaux de ruissellement, elle peut être appliquée dans de nombreux contextes industriels et urbains. Donc, l'objectif, il reste toujours d'intercepter la pollution à la source, de protéger les milieux naturels et de sécuriser les infrastructures de gestion des eaux pluviales. Alors, petite précision, effectivement, sur les photos, on voit les équipements qui sont positionnés en hors-sol. Donc là, c'est des photos qui ont été prises avant qu'ils soient installés donc, sur la filière de traitement en enterré. Donc, au-delà de ces exemples, je vais relaisser la parole à Benoît Pierre qui va faire la synthèse en fait, des performances qui ont été observées et des rendements de captation donc, sur les différentes particules. Ok, merci Sandrine. Donc, on va parler maintenant des performances, des taux de piégeage des particules par triton. Donc, les premiers résultats qu'on a obtenus, c'est ceux qui ont été obtenus dans le cadre du programme de vérification de technologie environnementale, le TV, avec des essais menés par le CSTB au CSTB. Donc, à l'époque, on a choisi un matériau de densité 2,6 environ, donc c'est un sable, un silicate avec une granulo, avec une particule moyenne de 50 microns. Pour le TV, le principe, c'est que on fait des paris, des revendications, ils appellent ça, quasiment 1 an et demi avant de faire les essais. On doit faire un nombre de paris
sur les performances de l'appareil. Et si ces paris ne sont pas gagnés, le TV n'est pas validé. Donc, on fait des paris en disant on ne va pas trop prendre de risques. Donc, l'idée, donc le premier pari qu'on a fait, c'était sur l'abattement des matières en suspension. Et on avait annoncé qu'au plus gros des débits sur les plus petites des particules, donc supérieur ou égal à 50 microns, on aurait au moins 54% de rendement. On a eu 59, donc on était plutôt content. Donc en fait, sur le graphique de gauche, vous avez les rendements. Chaque courbe correspond à un débit d'entrée. La particule, elle, elle a sa densité, elle a sa granulométrie. Donc dans la fameuse matrice à 3 entrées, débit, granulo, densité, la seule chose qu'on peut faire varier, c'est le débit. Donc c'est ici le débit qu'on a fait varier, on a voulu vérifier les performances de Triton par rapport à cette variable. Donc, on observe des rendements et la grosse nouveauté de Triton par rapport à toutes les performances, d'évaluation des performances qui étaient faites jusqu'alors, au lieu de dire c'est sur toutes les particules, on a réussi à faire par fourchette granulométrique, qui fait que on a augmenté la connaissance sur la réponse de données granulométriques, de particules granulométriques données sur l'appareil. Donc, c'est quand même une info en plus. Donc, ça, c'est ce qui est publié sur le site de la Commission européenne. Donc, vous avez en rendement annuel, donc, en fait, on a appliqué des coefficients de probabilité d'occurrence des débits selon les pluies qui vont tomber dans l'année. Et on arrive pour les particules de plus de 50 microns, à 76%. Évidemment, plus la particule est grosse, plus c'est facile. Donc, on arrive à 98% sur les particules de 150 microns. La grosse information quand même, c'est que dans tous les cas, quel que soit le débit, donc par rapport à un décanteur particulaire, 1 mètre/heure, 20 litres secondes, donc c'est le pointillé vert dans le graphique de gauche, on a des rendements meilleurs avec une solution hydrocyclone, donc le Triton, qu'avec un décanteur particulaire qui est, comme le disait Sandrine, 3 à 4 fois plus volumineux. Une dernière info, donc ça c'est des données publiques parce que dans le programme TV, mais avec le CSTB, on avait quand même poussé le vice à aller mesurer le rendement sur les particules supérieures à 20 microns, et avec les mêmes probabilités d'occurrence des pluies, sur les particules de 20 microns et plus, on arrive à un rendement annuel de 60% tout de même. Donc, on n'est plus aux 76% comme sur les particules de 50 microns, mais 60% sur les 20 microns, ça commence à être sympathique, surtout qu'en fait, on voulait aller mesurer ce qu'il y avait dans les particules encore plus fines, mais à l'époque, on n'a pas trouvé de laboratoire qui soit ISO 17025 pour mesurer les particules inférieures à 20 microns de façon fiable, et ils nous ont dit que en fait, c'était plutôt des colloïdes que des matières en suspension, donc ce n'était pas vraiment le même comportement. Donc c'est pour ça qu'on annonce maintenant des résultats à partir de 20 microns, quand on les a, sinon on se base sur 50 microns et plus. La deuxième revendication qu'on a faite donc en 2021 pour les essais de 2022, fin 2022, c'était sur le rendement des flottants et par extension les liquides légers. Par exemple, dans les protocoles nord-américains, quand ils veulent faire des essais de rétention des hydrocarbures, les liquides légers, en fait, ils simulent tout avec des petites pellettes de polyéthylène. Donc, on s'est dit, bon, autant, déjà, ça pollue moins pendant les essais. Et en plus, on s'est dit, on va appliquer le protocole qui est dans le TV de nord-américaine. Et donc, on va simuler ça en mettant 20 kilos de billes plastiques dans l'appareil et qu'on va l'alimenter à débit de pointe, donc y compris en mode dégradé. Et là, donc, les 3 essais ont été faits par le CSTB et à chaque fois, ils trouvent 99,9% de piégeage. Donc, on a assez peu de surprises sur tout ce qui est flottant. La troisième revendication, c'était l'étude du relargage, la remise en suspension éventuelle quand le stockage de l'appareil est à 50% rempli. Donc, le CSTB a rempli de 50%, donc avec quasiment 400 kg de sable très fin, des 50 à 50 microns, l'appareil, et ils ont envoyé 125% du débit nominal, donc le débit de pointe. Et en fait, la moyenne des relargages, ça n'impacte pas
de plus de 2% de rendement de l'appareil. C'est-à-dire que vous balancez sur un site de l'eau à un débit de données avec des particules données densité granulo, l'appareil va donner 70% de rendement. Si l'appareil est à moitié plein, le rendement va baisser que de 2%. On sera à 68. Et la pousse aux abris. Alors, on va prendre un peu de temps pour cette diapositive-là. Donc, ça, c'est une partie des résultats qu'on obtient avec toutes les études in situ qu'on fait. Donc, on va y aller méthodiquement. Donc, dans la légende, je commence en haut en jaune par les densités inférieures à 1. On est sur des flottants, notamment le microplastique, en polyéthylène ou polypro, comme le montrait tout à l'heure Sandrine. Donc là, on a plusieurs résultats sur site. Il n'y a pas beaucoup de surprises. On est entre 99 et 100%, quel que soit le débit. Donc ça, c'est quelque chose déjà de réglé. On a vu aussi que dans l'arrêté des GPI, il y avait d'autres matériaux plastiques qui avaient une densité autour de 1,3. Donc 1,3, nous, on n'a pas beaucoup de sites où il y a du PVC ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est là où on utilise le latex, l'association technique d'expérimentation en cours. Elle est en cours depuis 2023, 24. Fin 2024, elle est toujours en cours jusque normalement septembre prochain. C'est-à-dire qu'on suit tous les jours la pluviométrie, les débits, et on fait une dizaine de prélèvements in situ entrée-sortie. Et c'est du compost. C'est le fameux site avec du compost. Et le compost, on a mesuré la densité apparente, humide, elle est d'environ 1,3. Donc à peu près celle des PVC de tout à l'heure. Donc c'est là où on peut faire une nouvelle observation. C'est que pour une densité, c'est la densité donnée qui compte, c'est pas forcément la nature du produit. Donc densité, granulo, débit, comme d'habitude. Donc si on part sur les composts ou on va dire les PVC, là on est sur les courbes oranges. Donc à très petit débit, on a des rendements assez satisfaisants. On est autour de, pour les particules de 63 microns, on va prendre ça, ce qu'on a à peu près partout. On est autour de 75-77% de rendement à très petit débit. Bien sûr, plus on augmente le débit, plus le rendement baisse et il chute un petit peu vite, plus la densité est faible. Et bon, bah, c'est une observation, il n'y a pas à dire. La seule solution quand on a la densité qui est fixée et la granulo qui est fixée, bah, c'est de jouer sur le débit, de réguler tout ça. On monte encore la densité, on arrive sur une voirie. Donc ça, c'est des résultats qu'on a en ce moment dans le nord de l'Allemagne, on bosse avec l'IKT et Dr Fuchs. Et donc, c'est la faculté là-bas qui nous fait un suivi sur une voirie à forte circulation. Donc, on est sur des déchets urbains, déchetteries, des voiries, des particules assez fines. Et là, donc, on a quelques résultats pour l'instant. En 63 microns toujours, donc c'est les points bleus qui oscillent autour de 70-75% de rendement pour les plus petits débits. Là, on va passer dans une phase où on va augmenter un peu le débit, tout en sachant, en espérant qu'en fait, on ait des résultats avec une pente selon le débit un peu plus faible. Parce que regardez sur les particules de densité 2,6, donc ça c'est du sable, hein, des chantiers, des choses comme ça. Plus le débit augmente, plus le rendement baisse. Mais il baisse avec une vitesse un peu moins élevée. Donc on pense, l'idée qu'on a pour l'instant, avec tous ces suivis, c'est qu'avec une densité donnée, on va avoir une pente d'évolution des rendements. Donc, logiquement, si tout va bien en Allemagne avec les points bleus, on risque d'avoir une pente entre la pente orange et la pente verte. Donc, on va pouvoir, en fait, faire un outil d'aide à la décision par rapport à une densité, une granulo et un débit, et pas forcément par rapport à un matériau donné, qui sera quand même un grand pas en avant pour tout le monde. Et la dernière information qui vient corroborer ce raisonnement, c'est que sur les particules de densité supérieure à 3, donc là on est sur les VHU, les métaux, etc., on a les 2 points violets là-haut, donc là le rendement il ne baisse pas en dessous de 90% pour des débits assez élevés, on est à 20 litres secondes pour le Triton 525, et la pente d'évolution du rendement par rapport au débit est encore plus faible que la courbe verte, qui était faite avec des sols, des sables, des chantiers. Donc, le fait que la pente réduise, et soit moins forte avec des densités plus élevées, fait que si on part d'un rendement plus haut débit, on finira à un rendement plus élevé à la fin pour les gros débits. J'espère que c'était à peu près clair pour cette diapo. Non, très bien. Non, mais
Merci beaucoup, Benoît Pierre. Donc, pour terminer, on aurait pu s'arrêter là, mais je trouvais important d'ouvrir un petit peu les échanges et débats sur les types de traitements possibles sur l'ensemble en fait des eaux pluviales, plutôt dans une logique de filière et de train de traitement. Car la gestion des eaux pluviales, elle repose jamais sur une solution unique, mais bien sur une combinaison en fait de solutions qui vont être adaptées au contexte du site et aux pollutions rencontrées. Donc, sur ces exemples, en fait, on distingue deux types de situations. Donc, des eaux de ruissellement qui sont chargées en hydrocarbures, qui sont d'origine donc de stations-service, aires de stockage industriel ou des zones de passage d'engins. Dans ce cas de figure, effectivement, la réglementation impose un pré-traitement, donc c'est des hydrocarbures, via un séparateur hydrocarbures et éventuellement associé à un débourbeur pour les matières lourdes. Dans ce cas-là, il y a la possibilité effectivement de rejeter au milieu superficiel ou au réseau pluvial. Mais à l'inverse, pour des eaux de lavage qui vont être chargées en hydrocarbures, donc d'origine d'ateliers mécaniques, de lavage de pièces enduites ou d'air de lavage, celles-ci donc, vont également devoir être traitées avec un ouvrage de pré-traitement. Mais ces eaux, elles vont être dirigées après traitement vers un réseau d'eau usée et non vers le réseau d'eau pluviale, car elles contiennent en fait des détergents et des polluants dissous qui vont être retraités sur une station d'épuration collective. Donc, cette diapositive, elle rappelle donc juste un principe simple, c'est qu'en fait, on adapte la filière de traitement au type d'eau et au type de pollution. Donc, aujourd'hui, en fait, les stratégies de gestion des eaux pluviales, elles reposent sur plusieurs objectifs simultanés. Donc, l'objectif numéro 1, effectivement, réduire les pollutions, mais également limiter ou réguler les volumes rejetés, favoriser l'infiltration naturelle. Et pour cela, en fait, on retrouve différentes briques possibles dans un projet. Donc, on peut avoir effectivement pour la partie eau de pluie, soit des solutions uniquement d'infiltration, régulation, ou des solutions couplées de stockage, d'infiltration et de régulation, ou également de réutilisation. Donc, l'idée, effectivement, c'est vraiment de pouvoir adapter aux besoins les solutions pour une gestion intégrée. Et ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est qu'on peut effectivement avoir des solutions qui sont industrielles avec des ouvrages techniques, technologiques, mais aussi fondées sur la nature avec des noues, des fossés d'infiltration ou des bassins végétalisés. Donc, dans cette logique de gestion intégrée, donc, il est important de retenir une chose, c'est que une solution unique ne fera jamais tout. C'est vraiment la performance la performance, elle va venir de la combinaison intelligente de ces ouvrages. Et donc, c'est précisément là où s'inscrivent donc les solutions Triton, notamment donc ce séparateur hydrodynamique qui permet de capturer les particules et les polluants solides en amont, de réduire également les charges arrivant sur les ouvrages en aval, mais également d'augmenter la durée de vie des dispositifs d'infiltration en limitant les phénomènes de colmatage. Donc, autrement dit, Triton agit vraiment comme un traitement stratégique dans la gestion des eaux pluviales. Et l'enjeu aujourd'hui, il n'est pas uniquement de traiter les eaux, mais de concevoir des systèmes qui vont être complets et résilients. Voilà, pour le petit mot de la fin. Et on a plutôt relativement bien tenu le timing, puisque voilà, ça nous laisse 10 minutes ou plus, voilà, deux questions et d'échanges pour voir ensemble. Donc, je vais me mettre. Je vais vous lire les questions si vous voulez. Donc, il y en a Steve de chez SNEF Cameroun qui pose une question donc, concernant l'installation de Triton. Donc, il demande la meilleure méthode de pose et s'il est possible de l'installer directement dans le sol ou est-ce qu'il faut réaliser un ouvrage de maçonnerie autour pour qu'il soit stable. Donc, déjà, la première question. Donc, au niveau de l'installation de l'appareil Triton, donc il est fait pour être installé en enterré. Hein. L'objectif, c'est effectivement le positionner sur les réseaux existants, donc au fil de l'eau. Ça ne nécessite pas une maçonnerie spécifique autour. Hein. Il est installé voilà, avec un remblai classique posé sur un lit de sable. Il peut être installé en présence de nappe. Hein. On a la possibilité d'avoir des systèmes d'ancrage et de sanglage de l'appareil et le fil d'eau de la nappe peut arriver jusqu'au fil d'eau de sortie de l'appareil. Et ensuite, dans le cas d'une installation sous un parking, est-ce que le tampon est dimensionné pour supporter le poids d'un véhicule? Alors après,
Oui, je te laisse répondre. Bah là, dans ces cas-là, l'appareil n'est pas fait pour les charges roulantes. Mm. Donc, il supporte 600 mm de remblai au-dessus du couvercle. Mais dès qu'on va apporter des charges supplémentaires, il vaudra mieux mettre une dalle de reprise des charges. Tout à fait. Et l'autre question de Steve, c'était comment concilier les exigences réglementaires avec des solutions durables et économiquement viables pour la gestion de dépollution des eaux de ruissellement dans les zones urbaines en forte expansion? Parce qu'on a répondu un petit peu avec le J'espère qu'on a répondu à cette question. Oui, il a posé juste avant les slides sur le traitement, là, quand Sandrine parlait de l'infiltration, de la régulation, etc. Donc, il faut toujours penser à faire travailler les solutions entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun appareil qui fait l'alpha et l'oméga. La solution, quand vous avez un matériau qui est dur à piéger, ça va être de réguler le débit. Parce que vous n'allez pas pouvoir jouer sur la granulo ou la densité. Mais après voilà, en stockant un peu, on peut gérer le débit. Avec Triton, on va pouvoir enlever des morceaux qui risquent de colmater une solution d'infiltration. Si la solution d'infiltration est drainée, il y a certainement encore une solution derrière si vous voulez dépolluer les micropolluants. Il y a vraiment plein de solutions. Il faut surtout penser à une combinaison de solutions. Donc, alors, JG, alors moi j'ai eu JG, je suis désolée, je n'ai pas le nom complet, mais la question de JG, c'était le Triton permet-il un abattement des paramètres DCO et DBO5? Ces paramètres sont très souvent réglementés en milieu industriel. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'efficacité de Triton est surtout mesurée sur du rendement et de l'abattement, donc sur une matrice où effectivement on joue sur la densité des particules, la granulométrie des particules et le débit. Sur tous les essais in situ qui ont été faits, on a effectivement des abattements qui sont concrets sur la partie DCO et DBO. Ils sont quand même relativement variables. Alors, on a très peu d'impact sur la partie DBO parce qu'on est sur de la charge organique dissoute, donc ce n'est pas du tout l'objectif de l'appareil. Là, on part sur des solutions que CIMOP propose, de traitement biologique des eaux qui permettent d'abattre donc la charge organique. Et sur la partie DCO, on parle bien de la DCO, donc du coup particulière, où effectivement, sur certains cas d'usage, donc déchetterie, VHU ou casse automobile, on avait des rendements qui étaient supérieurs à 60 jusqu'à 90% d'abattement sur la DCO. Donc Nelly demande si Triton peut traiter des eaux d'exor saumâtre avant rejet en milieu portuaire. Alors Triton, c'est un appareil qui est imputrescible ou non corrosif. On est sur un matériau en PE, donc il n'y a aucune problématique sur la partie eau saumâtre. On va pas l'enlever en fait le sel. Mais par contre, on ne va pas avoir aucun effet sur la partie saline de l'effluent. Mais il permettra effectivement de traiter les eaux d'exor, et on a différents cas d'application ou en chantier, et sur des eaux d'exor, ça fonctionne très très bien. Chips demande dans quelle filière sont évacués les boues et les polluants séparés. Eh ben, ça dépend effectivement des types de polluants qui sont récupérés et les cas d'usage. C'est vrai que sur l'exemple, par exemple, du compostage, on est sur un site où on est uniquement sur des matériaux organiques qui sont véhiculés, notamment du compost, la matière organique. Principalement, il n'y a pas de risque de polluants, donc ces déchets-là peuvent être pompés et même réintroduits et resséchés donc sur la plateforme de compostage. Pour d'autres déchets, on est bien sur des déchets industriels spéciaux et qui vont suivre donc des filières d'évacuation spécifiques, donc via effectivement des pompages de camions hydrocureurs agréés et qui vont envoyer l'effluent à traiter via un bordereau de suivi de déchets. La diversité des sites d'exploitation possibles fait qu'il y a une diversité de traitements possibles nécessaires. Oui. Donc Yannick demande comment le mettre en place avec des réseaux à une profondeur de 1,50 m. Dalle de reprise des charges. Toujours une dalle de reprise des charges. Et 600 mm de remblai sans dalle dessus, des charges roulantes ou plus de remblai. Vous faites une dalle qui se repose sur le sol naturel, et après il n'y a plus de soucis. Donc, je pense que vous avez en partie répondu à la question de François qui demande, qui dit que c'est un beau produit déjà. Merci. Comment vidanger les micropolluants PIEG?
Donc, c'est des simples camions hydrocureurs ou qui deviennent ces micropolluants? Est-ce qu'une filière de retraitement est-elle déjà existante avec un bon maillage du territoire, avec un traitement spécifique des micropolluants? C'est un peu le sujet, ouais. Donc, il y a quand même l'accessibilité par camion cuireur est facilitée. Vous avez le tube central qui permet d'accéder tout au fond de l'appareil. Et pour tout ce qui est flottant, vous avez un système de pompage au niveau de la plateforme de caillebotis de descente des opérateurs, en fait. Et vous avez de quoi brancher directement le raccord du camion cuireur. On a effectivement un positionnement d'un raccord rapide qui permet de venir pomper directement et facilement l'ouvrage. Donc, on est sur des volumes de rétention qui sont entre 500 700 litres suivant les compartiments sur la partie flottant ou bout. Et effectivement, donc, c'est des opérations qui sont à mener via des camions hydrocureurs. Tahir demande pourquoi les eaux de ruissellement chargées en hydrocarbures partent directement dans les réseaux d'eau pluviale. Alors, c'est ce qu'on a expliqué, c'est qu'effectivement, suivant la nature des eaux et l'activité, on ne met pas en place les mêmes types de dispositifs de traitement et on ne retrouve pas les mêmes polluants dans les eaux de ruissellement. Et effectivement, donc les eaux qui sont fortement chargées ou présentent un risque de présence d'hydrocarbures, elles vont pas forcément rejoindre donc le réseau d'eau pluviale directement, mais elles vont bien d'abord être traitées via un ouvrage dédié, donc séparateur hydrocarbures, mais on peut coupler effectivement en amont avec un appareil Triton si effectivement on a présence d'une très grosse charge de matière en suspension et notamment des fines, et ça permet de protéger l'ouvrage aussi de séparateur hydrocarbures en aval pour éviter que ça colmate sur les cellules coalescence. Et donc là, c'est la réglementation qui permet effectivement, suivant les cas de figure, et c'est pour ça que j'ai fait un focus à la fin là-dessus, en disant si on est sur des cas de station de lavage de pièces mécaniques, même si on a un traitement dédié avec le traitement des hydrocarbures, on n'a pas la possibilité de rejeter sur le réseau d'eau pluviale, mais bien vers le réseau d'eau usée communal. Fishing Spirit demande s'il y a un système d'alerte lorsque le décanteur est plein. Oui, tout à fait. Donc, en option est proposé donc, pour tous nos appareils de traitement d'eau de ruissellement, que ce soit les décanteurs particuliers, les séparateurs hydrocarbures et Triton, on a un système de sonde, de mesure, donc soit du niveau de boue, soit du niveau de flottant, qui est relié donc à un transmetteur avec une alarme visuelle et sonore qui permet d'alerter quand l'appareil effectivement est saturé en boue ou en flottant. Et enfin, François, alors pour l'instant, François demande quid des polluants plus volumineux, emballage plastique, etc., qui atterriraient dans le réseau. Panier en amont, comme sur un poste de relevage? Alors oui, en fait, quand on est sur le domaine des voiries ou des sites industriels, en général, il y a une grille au niveau des avaloirs de récupération. Donc, Triton est fait pour recevoir les déchets au maximum de 15 mm. Donc, il faut le protéger en amont et par une grille. Oui, un grill, un panier dégrilleur. Un avaloir classique du ou avaloir, si c'est sur de la voirie. Si c'est sur du site industriel, on peut également positionner des dégrilleurs, mais manuels ou automatisés, dégrilleurs verticaux. Pour le moment, il faut mettre quelque chose. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Surtout, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Oui, n'hésitez pas à lever la main ou effectivement débloquer votre micro pour pouvoir poser d'autres questions ou interagir ensemble. Il n'y a pas de souci, on est à votre disposition. Alors, Nelly demande, y a-t-il un suivi en temps réel ou régulier de la qualité des eaux en sortie? Alors, c'est effectué là sur nos tests ATEX. Actuellement, on a effectivement une mesure en continu du pH, de la température, conductivité et turbidité. Donc, ça nous permet d'avoir le suivi là-dessus. Sur les cas du quotidien, sauf s'il y a une exigence spécifique réglementaire demandée ou sur l'arrêté, on n'a pas prévu effectivement de suivi en temps réel. Là-dessus, on a les sondes effectivement d'alerte de mesures donc hydrocarbures flottants ou boue qui permettent d'alerter plutôt sur le suivi d'exploitation de l'appareil. Par contre, au niveau de la plateforme de travail sur l'appareil, on a accès à le dispositif d'entrée qui est complètement ouvert sur le dessus et pareil à la sortie, qui fait que vous pouvez
complètement équipé avec les sondes que vous voulez. Tout à fait. L'appareil, ça reste très accessible. Mhm. Et il y a de quoi mettre un préleveur, si vous voulez, au niveau de la plateforme. Oui. Donc, Alors, fourchette de tarifs. Voilà. Ah oui, quand même, qu'on en vienne un petit peu à l'aspect économique de ce type de produit. Donc, en prix public, sur le plus petit modèle, on est aux alentours de 6 500 € et 7 500 € pour le plus gros modèle. C'est quand même bien moins élevé que pour un décanteur particulier. Oui, tout à fait. Sylvain nous demande si on dispose d'un catalogue de différents matériaux présents dans les eaux de ruissellement permettant de choisir un dispositif débourbeur, etc., adapté lors de projets. Alors, ce qu'on a mis en place, donc sur notre site internet, on a un onglet qui s'appelle « Trouver mon produit » qui permet effectivement facilement d'orienter le choix décisionnel par rapport justement à votre charge, votre concentration en matière en surtension, la granulométrie, le rendement nécessaire pour orienter justement sur un choix entre un débourbeur, un décanteur particulier, un séparateur hydrocarbures ou un séparateur hydrodynamique. Et c'est vraiment en fonction des caractéristiques de l'effluent entrant et des exigences de rejet, on va pouvoir orienter au mieux le projet et l'équipement adapté. Je vous ai mis un lien vers justement ce dont parlait Sandrine, trouver mon produit. Je vous ai mis un lien dans le chat. Alors, Damien demande quid des débits inférieurs à 1 litre seconde. Ah, c'est encore mieux. ah ben c'est encore mieux. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, même si on alimente à très très faible débit, on Là, on aura marche plus. Ouais. d'autant plus de facilité Ça ne à fonctionne plus avec capter. la centrifuge, mais l'appareil a des meilleurs résultats encore. Il met un pouce. Ça, c'est pour Nelly demande quels branchements électriques sont nécessaires. bah, s'il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de branchement électrique, en fait. Ouais, c'est un équipement autonome, Alors, passif, il n'y a pas de système de pompage. Alors, c'est pour un mouton à 5 pattes. Alors, on adore. Je suis intéressée par un contact avec un technico-commercial. Pas de souci, pas de problème. Soit vous nous envoyez, vous nous envoyez un mail via simop@simop.fr, soit à moi, on transférera, il n'y a pas de souci, Sylvain, on répond à vos questions. Oui, on vous retransmettra effectivement un mail avec nos coordonnées. Et également, voilà, il ne faut pas hésiter à envoyer directement sur simop@simop.fr. C'est automatiquement réorienté vers les commerciaux du secteur géographique. Même pour les moutons à 5 aussi. Merci François. Merci François. Alors surtout, voilà, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet pour voir effectivement toutes les actualités, à vous abonner à notre page LinkedIn parce que régulièrement, effectivement, on met à jour des actualités, alors que ce soit sur nos produits, sur la partie réglementaire, sur des faits d'actualité et également éventuellement voilà, sur des prochains webinaires et d'autres sujets, donc peut-être élargis sur la gestion des eaux pluviales ou d'autres sujets de traitement d'eau usée également. Avez-vous des retours de l'Adréal? Juste, beaucoup des prélèvements qu'on obtient sont faits avec l'Adréal, en fait. Donc, on a même dû aider certains clients à monter des dossiers pour valider le produit. Et le simple diffusion du rapport ETV qui est public, et dont on a mis le lien dans le diaporama, a permis de débloquer assez vite les dossiers loi sur l'eau. Est-ce que vous vous déplacez sur site afin de voir des solutions techniques? Eh bien oui, on a effectivement au sein de Simop, on a une équipe commerciale donc de commerciaux sédentaires, mais également itinérants, donc suivant les différentes zones géographiques et qui seront amenés effectivement, si vous avez des problématiques, à se déplacer, à venir vous rencontrer et à aller sur, voilà, éventuellement aussi sur chantier, sur des cas particuliers, ouais, pour vous orienter et vous aider à la décision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Contact pour la Bretagne. Oui, on va vous envoyer les contacts par secteur géographique, pas de souci. Avec la présentation, on fait un mail avec la présentation et les contacts de nos collaborateurs.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Non, je pense. merci beaucoup à tout le monde. Merci Merci beaucoup. à tous. Eh ben, merci beaucoup. Bah, écoutez, c'était un plaisir de partager ces informations sur ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas voilà, à revenir vers nous pour tout besoin, toutes questions. Voilà, Aurélien. Ah ben voilà, Aurélien, notre commercial Là, qui est du pas du- secteur, a directement répondu Super. présent. Aurélien Carré est effectivement notre collaborateur dans la région Bretagne. Donc voilà, notre responsable commercial dans la région Bretagne, vous pouvez le contacter C'est très bien. Directement. C'est chouette. sans délai. Eh ben, merci à tous Merci et puis beaucoup. bonne journée à vous et puis j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.